Bonjour à tous, bienvenue pour ce 19e numéro de Table ouverte. Nous sommes le jeudi 20 février et nous allons recevoir un invité tout à l'heure. Et auparavant, nous allons faire un petit point avec Kylian sur les événements en cours, et notamment en ce qui concerne le discours de J.D. Vance qui a fait couler beaucoup d'encre. Un peu dans tout, un peu à tort et à travers. Et voilà, donc j'aimerais avoir ton point de vue sur ce qu'il faudrait retenir de ce discours, quelle en est la portée, ce qu'il faut en craindre, ou ce qu'il faudrait, comment dire, quelle est la symbolique un peu de ce coup de poing sur la table qu'il a fait. Donc il a fait le discours lors du sommet de Munich, c'est ça? Exactement. Donc il était invité à Munich, d'ailleurs il a longuement développé sur la ville et l'Allemagne en particulier. Il y a plusieurs choses à retenir de ce discours. Alors d'abord, il faut préciser que oui, c'est le vice-président des États-Unis, oui. Donc qui n'ont pas de Premier ministre. Il y a plusieurs choses à retenir de ce discours. Alors d'abord, sur le plan strictement de l'objectif qu'il visait, il y a un côté leçon royale, c'est-à-dire que disons que le co-empereur est descendu. L'adresse aux vassaux, quoi. Voilà, il est venu sermonner les États européens qui, je viendrai, l'ont pris de manière assez prévisible et en même temps assez risible. Bon, d'abord, la première chose à préciser, c'est que nous ne devons pas accepter des discours d'ingérence, même si, en l'occurrence, il n'a pas non plus désigné spécifiquement des attitudes ou des décisions qui ont été prises par les États ou des lois. Bon, il n'a rien désigné de précis. Mais en revanche, nous ne devons pas accepter ce genre d'ingérence. Et donc sur le simple fait qu'il puisse se permettre de dire aux États européens, donc je pense à la France, hein, les autres font bien ce qu'ils veulent, est problématique en soi. Le simple fait qu'il puisse se permettre de venir donner une leçon, puisque son discours avait principalement, sur le fond, pour objectif de parler de la liberté d'expression et de dire la liberté d'expression est une valeur que nous avons en commun. Donc en fait, c'était un sermon sur l'idéologie que nous partageons, que nous sommes censés partager, et une communauté d'intérêts, une communauté de destin qui, et ça ne sera pas remis en cause, est dirigée par les États-Unis. Donc c'est inacceptable. Donc, enfin, en tout cas, on ne peut pas formellement, on a un acte réellement, pas d'hostilité, mais disons de mise au point particulièrement oui, c'est inadmissible. Il y avait une menace voilée qui ne sera pas mise à exécution, mais il y avait une menace voilée disant si la rupture idéologique est durable, nous ne faisons plus partie du même monde. Bon. Et donc nous nous retirerons totalement du continent. Je n'y crois pas du tout, puisque je pense qu'au contraire, ce discours n'était qu'une manière de réaffirmer le leadership américain en Europe, au prix peut-être d'une réorganisation, au prix peut-être d'un accroissement de son efficacité, passant éventuellement par une réduction des volumes, mais en tout cas, c'était une manière de réaffirmer le leadership américain en Europe. Donc sur la forme, ce discours n'est pas recevable. Voilà. Il faut considérer que ce discours est irrecevable. Moi, ce qui m'a frappé pour poursuivre dans la même veine, c'est qu'effectivement, alors d'abord, il a quand même été assez décevant de la part d'un certain nombre de gens attachés au souverainisme, disons, qui naviguent dans ces eaux-là, ou qui prétendent, en tout cas, défendre la souveraineté, d'encenser comme ça. On a eu des sortes de cris d'admiration, de discours élogieux sur ce qu'avait dit Vance, sans s'apesantir exactement comme tu le fais, sur le fait que quand même, c'est une claque monumentale, alors que le type, a priori, n'a pas non plus... Bon, c'est le vice-président des Américains, vice-président des États-Unis, mais il n'a jamais été aux affaires, quoi. C'est pas non plus quelqu'un de très expérimenté à ce point de vue-là. Non, il a juste été sénateur de l'Ohio précédemment. Donc c'est quand même... ça montre qu'il y a une marque de mépris qui est quand même assez formidable. Et le deuxième point qui m'a marqué, c'est de voir qu'en fait, il ne s'est pas exprimé, ni vis-à-vis de l'Allemagne. Il était en Allemagne, mais il n'a pas parlé vraiment aux Allemands, il n'a pas parlé aux Français, il n'a pas parlé aux Danois, aux Néerlandais, aux Espagnols, aux Italiens. Il a parlé à une vague Europe,
C'est-à-dire qu'il accrédite totalement l'idée que les États souverains, enfin les États-nations en fait, ne sont pas souverains, n'existent pas vraiment, et que ça ne sert même pas à quelque chose de leur parler. Il suffit d'aller à Munich, qui n'est même pas la capitale d'ailleurs, et de faire un vague discours général, comme une sorte de discours un peu de politique générale, si je puis dire, comme c'était là, voilà, maintenant la politique générale des États-Unis a changé, il faut que la vôtre se mette à l'unisson, quoi. Comme s'il n'y avait pas une spécificité de la liberté d'expression pour parler de ce sujet-là, française, allemande, néerlandaise, etc. Pour lui, il y a vraiment l'idée très américaine, bien, voilà, il y a un vieux bloc là-bas de nations un peu croupissantes, il faut les remettre au pas et leur faire comprendre que le shérif a changé de colt, et maintenant... D'ailleurs, il a employé le mot shérif. C'est possible, c'est vrai. Et maintenant, voilà, mettez-vous à l'unisson, tous au pas, et puis voilà. C'est assez terrifiant. C'est pour ça que je parle de sermon, c'est-à-dire que véritablement, il a pris les vêtements du prêtre, il est arrivé donc, sur le plan idéologique, et il a fait son sermon. Et si on accepte ce genre de démarche, je parle sur la forme encore une fois, on reviendra sur le fond après, mais sur la forme, si on accepte ce genre de démarche, alors dans ce cas, eh bien, je vais prendre attache sur l'histoire des États-Unis. Je dis no Thurman without representation, c'est-à-dire que je veux que nous adhérons à l'Union des États-Unis d'Amérique, puisque je veux que nous ayons nos représentants à la Chambre et nos sénateurs, puisque apparemment nous faisons partie du même bloc. Bon, donc j'ai effectivement plagié Patrick Henry, le révolutionnaire américain, mais c'est vrai. Et je veux dire, si on accepte ce genre de démarche, alors il va falloir revoir nos relations de fond en comble, et nous devons participer à la prise de décision, puisqu'apparemment nous sommes partie prenante. C'est amusant parce que du coup c'est presque un renversement de la situation qui a prévalu avant la Révolution américaine. Où finalement les Anglais exigeaient, enfin les Britanniques exigeaient des Américains qu'ils se plient en l'occurrence les taxes, mais pas seulement les taxes, à toute la législation britannique, alors que même n'avait pas de représentants au Parlement de Londres, quoi. C'est assez drôle de voir comme les choses s'inversent. Nous sommes devenus, comme le Brésil et le Portugal, la métropole est devenue la colonie de la colonie. Bon. Et effectivement, alors après, maintenant, sur ce qu'il a dit lui-même, c'était un discours assez remarquable malgré tout, même au point de vue, je dirais, purement littéraire, quoi. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément, c'est pas de la poésie évidemment, mais il s'exprimait bien, il avait des idées claires, des propos nets. Là-dessus, ça faisait quand même longtemps. Les États-Unis nous avaient déshabitués à ça, et de façon générale, les hommes d'État, à l'exception peut-être de Xi Jinping et de Poutine, chacun dans leur registre différent, nous avaient quand même déshabitués à cette espèce de netteté dans le propos, dans la conceptualisation. On sent que c'est quand même un type qui a réfléchi à ce qu'est le monde d'aujourd'hui, les États-Unis, la place des États-Unis, enfin, ça n'est pas... C'est un profil très différent de celui de Donald Trump. Ah oui, clairement. D'ailleurs, Trump, je pense, n'aurait pas pu tenir ce discours-là, de cette manière-là. Il l'aurait fait de manière, à mon avis, beaucoup plus... comment dire, un peu bouffonne, si je puis dire. Peut-être pas à son, comment dire, malgré lui, quelque part, mais à mon avis, c'est ça que ça aurait produit comme effet. Donc, par contre, le discours, voilà, il y avait des choses qui étaient tout à fait vraies sur le glissement terrible qu'on voit, notamment au point de vue de la liberté d'expression. Je vois qu'en Allemagne et en Angleterre en particulier, il y a, semble-t-il, d'après les informations que nous avons, déjà, savoir qu'on n'est même pas certain de ces informations est en soi un problème. Des gens qui apparemment sont pas emprisonnés, mais en tout cas ont des démêlés avec la justice pour des simples publications sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont donné leur opinion et parce que la politique de leur pays leur déplaît. Et effectivement, ça c'est quand même des choses qui sont très préoccupantes et qu'on espère bien ne pas voir advenir en France. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre des États-Unis le salut ? J'en suis quand même pas vraiment convaincu. Il y avait deux axes majeurs dans le discours. Deux axes majeurs qui concernent au premier chef les États-Unis, à savoir la liberté d'expression. D'ailleurs, le vice-président américain l'a rappelé, c'est eux qui ont lancé, disons, qui ont sonné la lalie sur les questions de liberté d'expression dans les universités, dans les lieux publics, etc. Donc il est bien placé pour en parler. Et le deuxième axe, c'était l'immigration. Et là encore, les États-Unis sont aussi très bien placés pour en parler, puisqu'ils n'arrivent pas non plus à juguler leur immigration, qui n'est pas du même type que la nôtre, enfin en tout cas qui n'a pas la même origine géographique, mais qui néanmoins est en volume similaire à la nôtre et en chamboulement démographique similaire à la nôtre.
Et en plus, elle est très ancienne. Bon, c'est un pays qui a été construit par l'immigration, littéralement, et avant tout par l'immigration d'Europe de l'Ouest. Bon, tous les pays d'Europe de l'Ouest, à l'exception du Portugal qui était déjà trop occupé à coloniser, enfin à peupler le Brésil, a participé au peuplement des États-Unis. Et d'ailleurs, je ne sais pas encore, parce que c'est trop récent, on le verra notamment sur la question ukrainienne, enfin sur le règlement de la question ukrainienne et sur les éventuels redéploiements de forces de l'OTAN, etc. Je me demande si ce mandat Trump ne va pas être marqué par une par une aspiration, disons, de roots, c'est-à-dire les racines. Est-ce qu'ils ne vont pas se reconcentrer leur dispositif, c'est pas exclusivement, mais sur justement les homelands, donc c'est-à-dire les pays européens d'origine des colons aux États-Unis, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Benelux, la France, l'Italie, la péninsule ibérique et la Scandinavie. Je ne sais pas, je ne suis pas certain encore. Il y a des signes qui peuvent le montrer, même si je n'envisage pas, parce que ça a été évoqué très vite dans le discours, que le redéploiement de troupes se fasse au-delà d'un simple accord de recul mutuel, c'est-à-dire je vois peut-être un retrait des troupes russes de Biélorussie contre un retrait des troupes américaines et européennes, ça va de soi, c'est-à-dire des légions et des auxiliaires, des 3 pays baltes, mais alors on a parlé d'un retrait de Pologne, il me semble absolument pas que ce soit possible. D'ailleurs, le Premier ministre polonais a pris la parole hier en disant qu'il avait eu l'assurance des États-Unis que non seulement il n'y aurait pas de diminution des effectifs américains en Pologne, mais qu'en plus, il est possible que le nombre de troupes augmente. Bon, en tout cas, là, il y a une reconfiguration à suivre de près. Nous aurons l'occasion d'y revenir, je pense. Et enfin, voilà, il y a eu un deuxième petit événement, donc aujourd'hui même d'ailleurs, qui concerne spécifiquement la France, cette fois c'est un autre sujet, qui est donc la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, donc à la place de Laurent Fabius, et donc pour 9 ans. Exactement. Et alors ça fait un peu de bruit parce que grosso modo, alors on a reproché au RN de l'avoir permis sa nomination par l'abstention en fait lors du vote. Enfin, d'ailleurs, vote qui est consultatif, je crois, c'est même pas... Non, c'est pas exactement ça. Bon, en fait, la nomination du président du Conseil constitutionnel, c'est depuis l'origine un pouvoir du président de la République. Bon, qui peut le nommer parmi n'importe quel membre, y compris les membres, les ex-présidents de la République. Ce n'est jamais arrivé, mais c'est possible. Il se trouve que depuis 2008, la fameuse réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, en fait, la nomination du président du Conseil constitutionnel fait partie des postes qui sont soumis à l'avis de la commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat, en l'occurrence la commission des lois. Et en fait, alors il y a un processus de vote négatif extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire non à la majorité, il faut que les commissions en question votent à la majorité des 3/5 non, c'est-à-dire il faut qu'ils votent non. Explicitement non. Explicitement non, il ne faut pas qu'ils s'abstiennent, ce qui s'est passé avec le Rassemblement national, enfin les membres du Rassemblement national dans les commissions. Il faut qu'ils votent à la majorité des 3/5 dans les 2 commissions, donc prises ensemble, les 2 ensemble, non, pour que la nomination ne puisse pas se faire. Sachant que si elle ne se fait pas, il faudra quand même nommer une autre personne. Oui, il y aura quelqu'un d'autre. Donc le président de la République va désigner un nouveau... Oui, et ça rappelle un peu, soit dit en passant, le mode de désignation du président de la Commission européenne. Selon un procédé qui est quand même pas très éloigné, puisque alors ils doivent réunir des votes sur son nom, mais de toute façon, si lui n'est pas élu, on en met un autre à la place, et puis ça n'émane jamais de l'Assemblée. Non, jamais. Dans tous les cas. Non, l'objectif c'était de permettre de renforcer en fait les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale, surtout du Sénat, sur les actes, les pouvoirs propres du président de la République. Pas sur tous, puisque par exemple, c'est pas le cas pour la dissolution, c'est pas le cas pour le référendum, c'est pas le cas pour le droit de message. Bon, il l'utilise plus jamais. Mais c'est valable pour donc, le pouvoir de nomination donc, prévu par l'article 13 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Écoutez, il n'y a pas grand-chose à en dire en réalité. Ce qu'il faut voir, c'est que donc le président du Conseil constitutionnel est nommé pour 9 ans et il est irrévocable, c'est-à-dire que la seule chose qui peut le priver de son poste, c'est la mort, la maladie ou la démission, en gros.
et qu'il ne peut pas être nommé une deuxième fois, donc il fait un mandat et ensuite il s'arrête. Et il ne peut pas être nommé une deuxième fois à ce poste. C'est incompatible avec la plupart des postes, députés, ministres, etc. Préciser aussi qu'en fait, il n'a pas un rôle si important Non. que ça. Enfin, je veux dire, il a un rôle symbolique important. Il a ce qu'on appelle une voix délibérative, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité, ils sont 9. Hein, donc normalement, il n'y a pas c'est difficile d'avoir une égalité. Mais en gros, s'il y a 4 et 4, ça fait 8, donc il tranche. On va dire ça comme ça. Mais que les décisions sont prises à la majorité quand il y a un vote, parce qu'ils ne sont pas obligés de voter, mais quand il y a unanimité, il n'y a pas de vote, mais ils décident effectivement à la majorité sur le sens de la décision. Sachant qu'il ne peut pas y avoir d'avis, comment on appelle ça, il ne peut pas y avoir d'avis en fait contraire. Les membres ne peuvent pas prendre publiquement la parole en disant, comme c'est le cas à la Cour suprême américaine, j'étais pas d'accord. Oui, il y a voilà pourquoi. Une unité de corps. Exactement. Bon, ça c'est très français, il faut que l'institution soit unanime, donc elle prend une décision unanime, même si on sait que sur certaines décisions, ils n'étaient pas tous d'accord, notamment, je me souviens, sur les retraites, quand lors du contrôle de constitutionnalité de la loi sur les retraites, souvenez-vous, enfin, souviens-toi, effectivement, il y avait des désaccords sur la procédure utilisée. Fondamentalement, alors, moi je vois deux choses. D'abord, je m'étonne qu'on s'offusque à ce point, parce que Richard Ferrand, c'est les affaires des mutuelles de Bretagne, enfin voilà, effectivement, on peut dire que sa réputation le précède. On s'offusque de ça, et sans doute à raison, mais après tout, on avait Laurent Fabius avant, qui n'était pas tellement plus propre, si je puis dire, dont la réputation n'était pas tellement meilleure, et on ne s'était pas spécifiquement élevé contre sa nomination, à ce moment-là, en tout cas pas dans des proportions aussi importantes. Donc, en soi, je ne vois pas très bien en quoi... que Richard Ferrand succède à Laurent Fabius me semble dans la nature des choses, quelque part, malheureusement, mais en tout cas c'est comme ça. Et puis après, il y a l'aspect institutionnel, c'est-à-dire que finalement, le vrai scandale peut-être, c'est ce qui est en train de devenir, depuis maintenant plusieurs années, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire dans ses attributions et dans l'espèce de virage politique qu'elle a prise. On a pu le voir d'ailleurs avec l'histoire sur la retraite en particulier, et aussi sur la loi immigration récemment. Disons que le choix... en fait, le vrai débat serait plutôt à porter là-dessus, plutôt que sur la figure un peu symbolique qu'on agite comme ça, comme un hochet, pour attiser les oppositions. C'est toujours... D'abord, le Conseil constitutionnel a toujours eu une dimension politique depuis l'origine. Je veux dire, il a été conçu comme tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a qu'une dimension politique, mais il a une dimension politique. Ensuite, même en admettant que le Conseil constitutionnel, même si on changeait son nom, on appelait tribunal constitutionnel, je ne sais pas. Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, soit composé exclusivement de magistrats professionnels. Oui, c'est un peu les hypothèses effectivement qui sont émises comme c'est le cas en Allemagne, dans les différents modèles que les gens proposent. Comme c'est le cas en Suisse. Bon. Le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire le contrôle de conformité, notamment de la loi à la Constitution, a une dimension politique, mais qui ne peut pas être évitée, même en étant... disons, un technicien sans aucune émotion. Il n'y a pas de procédure qui éteigne comme ça tout à coup la vertu politique de la chose. Quoi. Et il faut garder à l'esprit que, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel en a lui-même tout à fait conscience. Dans un sens comme dans l'autre, il a conscience de la portée politique de ses décisions. Quand sort la décision de 1971 sur la liberté d'association, il a conscience qu'il chamboule et qu'il ouvre un boulevard pour un accroissement de ses compétences, il le sait, et donc que ça a des conséquences politiques. Lorsqu'en 1962, le Conseil constitutionnel s'abstient de dire explicitement, alors que la majorité des membres du Conseil constitutionnel, qui sont largement gaullistes, tous d'anciens résistants quasiment, je crois même tous, considèrent que la décision du général de Gaulle est inconstitutionnelle, il décide de ne pas se prononcer. On l'a vu encore même beaucoup plus récemment, même si ça commence à remonter, avec la loi sur le mariage pour tous, enfin dite du mariage pour tous, donc c'est-à-dire qui permettait notamment aux couples homosexuels de se marier. Le Conseil constitutionnel a botté en touche, mais c'était volontaire. Oui, c'est-à-dire qu'il sélectionne ses dossiers, on va dire ça comme ça. Oui. Il sélectionne son application. Non, c'est pas qu'il sélectionne ses dossiers, c'est qu'il considérait qu'il n'avait pas... des dossiers, mais je veux dire, il sélectionne le point de vue plus ou moins politique qu'il prend sur, sur le jugement, on parle d'arrêt, on parle de décision. De décision, sur les décisions. D'ailleurs, c'est très symbolique le fait que ça ne s'appelle pas un arrêt. Bon, oui. Voilà, bon. Comme c'est le cas pour le Conseil d'État ou pour la Cour de cassation. Ça s'appelle un arrêt, normalement, pour la Cour de justice de l'Union européenne, pour la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là, c'est une décision. Bon, c'est très symbolique. C'est quelque chose de plus arbitraire, quoi. Non, c'est quelque chose de moins juridique. Moins juridictionnel, disons.
même si la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel est très largement achevée, il reste comme ça des scories de cet aspect, disons, très politique qui était plus ou moins dans l'esprit des créateurs de la Ve République, pas que du général de Gaulle, parce qu'il n'est pas le seul à avoir participé à l'élaboration du texte. C'était même plutôt d'ailleurs une relecture où il rayait ce qui ne valait pas, enfin bon, c'était plutôt, ce qu'il ne voulait pas, enfin, c'était plutôt ça en fait. C'était plutôt comme ça qu'il agissait. Mais disons qu'il faut aussi rappeler une chose, je pense qu'on peut en terminer là-dessus, c'est que le Conseil constitutionnel à l'origine n'est pas envisagé comme une institution, je dirais à l'origine en 1958, n'est pas envisagé comme une institution aussi importante. Et la place qu'il a prise est due à sa jurisprudence, bien sûr, à l'expansion de sa jurisprudence, mais aussi au fait que le constituant dérivé, c'est-à-dire la modification de la Constitution, que ce soit par le biais du Congrès, que ce soit par le biais du référendum, n'est jamais venu limiter, que ce soit sa compétence, que ce soit ses normes de référence, etc., puisque ces normes de référence, c'est la Constitution, hein, et que à partir du moment où la Constitution est vague, eh bien, il faut bien que le Conseil constitutionnel a plus de marge de manœuvre, c'est nécessaire, c'est une conséquence logique, et que deuxièmement, c'est aussi en partie, je pense notamment à la phase, on va dire, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, c'est aussi une conséquence d'une volonté qui ne concerne pas que le Conseil constitutionnel d'ailleurs, de la classe politique, au pouvoir hein, surtout, de se décharger sur les juridictions. Bon, oui, bien sûr. C'est une façon de se débarrasser en fait, de ses responsabilités. On l'a vu, on le voit au niveau national, on le voit au niveau européen. Oui, tout à fait, on le voit au niveau européen. En fait, ça participe d'un grand élan qui est précisément celui contre lequel nous nous battons, c'est-à-dire la dissolution du fait politique dans soit les procédures, soit en quelque sorte la juridicisation, comme tu disais, de l'acte politique. Là où il devrait y avoir de la politique, il n'y a plus que des actes juridiques. Et effectivement, reprendre le contrôle passera également par ce changement en quelque sorte de mentalité, parce que là c'est vraiment un changement de mentalité, presque de philosophie qu'il faut adopter. Ça prendra du temps, mais on y travaille. Et effectivement, le Conseil constitutionnel est à voir aussi dans cette perspective un peu plus large de dissolution en quelque sorte de l'acte politique. Et donc, pour conclure, hein, si on estime que le Conseil constitutionnel, dans son fonctionnement actuel, et que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pose un problème, si on estime que c'est le cas, eh bien, ce n'est pas vraiment la nomination de Richard Ferrand ou de je ne sais qui qu'il faut mettre en question, qui est plutôt mineur ici, c'est plutôt effectivement la norme de référence du Conseil, c'est-à-dire la Constitution. Et il faudrait peut-être envisager de réformer la Constitution pour encadrer peut-être l'action du Conseil constitutionnel ou modifier les normes de référence pour que ces décisions changent avec les normes qu'il applique, puisqu'il ne peut pas aller contre la norme qu'il est censé appliquer. Bon, merci Kylian pour ces explications. Nous allons maintenant accueillir notre invité, Raphaël Venot. Je vous invite, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez ce que nous faisons, à vous abonner, à aimer particulièrement cette vidéo, à commenter, à laisser vos impressions et bien évidemment, au-delà, à adhérer à Reprenons le contrôle, à faire des dons, etc. Vous connaissez maintenant la marche à suivre. Nous en avons besoin et ça nous fait plaisir de faire ces vidéos régulières. Raphaël, merci. Alors nous poursuivons un peu la série que nous avions commencé l'année dernière de rencontre des jeunes, de la jeune relève souverainiste, on va appeler ça comme ça. Toi, nous t'avons découvert notamment il y a à peu près 4-5 ans quand tu avais signé... 3 ans peut-être 3-4 ans. Tu avais signé la pétition pour un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. À l'époque, tu étais donc le président d'un mouvement politique. Voilà, maintenant tu as appris tes aises, si je puis dire. Présente-toi, dis-nous, explique-nous exactement ce que tu es devenu et ce que tu comptes faire ou ce qui te motive. Alors merci beaucoup pour l'invitation déjà, merci à vous deux, merci à la chaîne. Alors bon, on s'est effectivement connus il y a 3-4 ans, je présidais à l'époque Force Solidaire. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, qui a
qu'on avait lancé en mai 2021, il me semble, et vous m'aviez reçu sur la chaîne référendum-UE, donc c'était ma première fois. D'ailleurs à avoir Exact. l'entretien qui est toujours disponible. C'était ma première intervention, je crois, devant une caméra, donc voilà, donc je vous remercie. Donc Force Solidaire a existé pendant 2 ans. Aujourd'hui, l'association est en veille. Donc on était un mouvement qui se définissait souverainiste, patriote et méritocrate. Ça tombe bien, c'est toujours ma définition personnelle. On avait mené un certain nombre d'actions, notamment la dernière sur la protection des églises qui avait bien fonctionné. Et puis j'ai ensuite rejoint le Rassemblement national dans une logique voilà, de rejoindre le vaisseau amiral, hein, d'être le plus efficace possible, parce que la politique, c'est pas seulement défendre des idées, même si c'est très, très important, c'est aussi chercher à les appliquer au monde réel. Donc c'est pour ça que j'avais souhaité rejoindre le RN pour me rendre le plus utile possible. C'était le cas d'un certain nombre de nos adhérents également. Et j'ai pris fonction au RNJ 54, donc en Meurthe-et-Moselle, là où j'habitais, à Nancy, pendant 1 an. Voilà, donc je viens de lâcher la fonction. On m'avait donné la fonction, le rôle, la mission de reconstruire une petite fédération, de beaucoup axer sur la formation des militants. C'est particulièrement important pour cette jeune génération d'être le plus formé possible, de mieux savoir défendre nos idées qui aujourd'hui commencent à monter en puissance. Et voilà, donc j'ai exercé cette fonction pendant 1 an. Et aujourd'hui, je continue de défendre mes idées, évidemment. Et pour ce qui est de l'avenir, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme. Actuellement, j'ai lancé une petite chaîne YouTube où je fais des entretiens. J'en ai tourné 3 avec 3 invités, toujours dans cette logique de formation. Tu avais invité Charles-Henri, d'ailleurs, je crois. C'est ça. Donc le premier, j'avais invité Rodolphe Carte pour parler un peu de nationalisme. On l'a reçu, d'ailleurs. C'est ça. Formidable, les grands esprits se rencontrent. Dans un deuxième temps, j'avais invité Philippe Fabry, où on avait parlé de beaucoup de sujets différents. Oui, historien. Alors, historionome, oui, de son pseudo et de sa fonction. On va résumer ça simplement. Voilà, mais que je trouve tout à fait brillant, et ça permettait d'avoir justement une vision un peu plus analytique et moins engagée que la mienne ou celle de Rodolphe Carte. Et dans un troisième temps, donc effectivement, Charles-Henri Gallois, pour un entretien en 3 parties, où on a pas mal discuté de l'Union européenne, de l'énergie, de l'immigration, de son dernier ouvrage. Donc voilà, c'est les 3 entretiens qui sont actuellement sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres très prochainement, il y a une petite mise en veille aussi de ce côté-là, mais en tout cas, vous pouvez les retrouver. Très bien, bon, c'est bien, toujours actif, toujours sur le pied de guerre, si je puis dire. Intéressant, donc tu as animé en fait pendant 1 an, c'était quoi la section jeune du RN dans le 54, donc à Nancy. C'est ça. À Nancy. Alors parce que finalement c'est une chose à laquelle nous sommes assez peu habitués, si je puis dire, en tout cas nous avons assez peu souvent l'occasion de parler avec ce que je pourrais appeler les militants de base en quelque sorte. Quelle est quelle est l'impression que tu as, quelle est l'ambiance, on va dire, qui prévaut, parce que du coup tu as connu les législatives, sans doute les européennes et les législatives. Les européennes et les législatives de l'année dernière. Quelle est l'ambiance qu'il y a dans une délégation donc comme ça, alors de région, qui n'est pas donc évidemment à Paris, de toute façon on sait que le Rassemblement national en Ile-de-France, il fait plutôt ses scores ailleurs. Surtout, voilà, c'est ça. Voilà. Qu'as-tu à nous en dire? Quels sont les motifs d'espoir que ça fait naître? Comme je l'ai expliqué, moi j'avais rejoint le RN et j'avais pris fonction dans l'optique d'être le plus utile possible. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé localement. Quand je suis arrivé, la fédération existait bien sûr au niveau des plus âgés. Il y avait beaucoup de réunions, ce genre de choses. Au niveau des jeunes, assez peu. Parce que Nancy a beau être une ville étudiante, c'est un département qui est très à gauche, une mairie qui est très à gauche, et la seule droite relativement autorisée, on va dire que c'était les Républicains pendant assez longtemps, avec une figure locale dans le 54 qui était Nadine Morano, qui avait pas mal d'importance même dans l'imaginaire des gens et des électeurs. Donc le RN n'avait pas vraiment voix au chapitre, d'ailleurs sur 6 circonscriptions, on avait 0 député quand je suis arrivé. Donc la section jeune était un peu en souffrance, avec un prédécesseur qui faisait les choses au mieux avec ce qu'il avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc on m'a donné la fonction de reprendre en main cette fédération. Et quand je suis arrivé, j'ai vu, parce que je suis arrivé en même temps, donc l'effervescence des européennes, donc ça a été une grande chance. Je ne vais pas m'attirer tous les mérites de ce qui a été fait, parce que voilà, quand je suis arrivé, on était peut-être 2-3 militants, aujourd'hui on est une centaine. Évidemment, j'ai profité de cette vague nationale. Donc, on a fait les campagnes aux européennes. J'ai pu voir un afflux de jeunes assez massif. Et pas seulement... Quand tu parles d'une centaine, c'est une centaine de jeunes.
Une centaine de jeunes, oui, bien sûr, Une centaine de jeunes, et je parle de militants, c'est-à-dire ceux qui cherchent à aller sur le terrain, pas d'adhérents. D'adhérents, mais largement au-dessus. Effectivement, je me souviens les photos que tu postais, j'en ai vu quelques-unes à ce moment-là, j'étais assez, comment dire, surpris, positivement surpris par l'espèce d'effervescence qui semblait régner dans les réunions locales, dans des endroits, dans les patelins, si je puis dire, quoi, pas à Nancy même, mais dans des endroits où il y avait une douzaine de jeunes autour de toi, dans des endroits où on se demandait bien où on allait pouvoir trouver des militants. Ou même il faut s'en donner les moyens. Là, il y avait beaucoup de jeunes qui rejoignaient, que ce soit des jeunes ruraux, des jeunes actifs, mais aussi des jeunes étudiants qui de plus en plus étaient séduits par nos idées, notamment par dégoût, je pense, de cette droite justement républicain, qu'ils pouvaient retrouver à Nancy, qui leur donnait absolument pas... Il n'y avait pas d'élan du cœur, quoi. Il n'y avait pas de volonté de... Parce que c'est une droite particulièrement notable là-bas C'était celle qui avait voix au chapitre, et donc avant... Nancy a été, avant d'être à gauche, était plutôt de centre-droit. Comme je l'ai dit, il y avait Nadine Morano qui avait une certaine importance. Donc oui, disons que c'était le seul moyen de s'exprimer quand on était à droite dans le 54. C'était une sorte de monopole, de fait, quoi, si je puis dire. Voilà, et les jeunes LR étaient assez puissants avant que je n'arrive. Aujourd'hui, bon, ça n'est plus vraiment grand-chose, mais ils avaient une certaine importance. Donc j'ai profité de cet élan local que j'ai ressenti. On a participé aux européennes de manière très active. J'ai réussi à beaucoup mobiliser et j'en suis assez fier. Et directement après les européennes, alors que je voulais passer en mode été, en mode vacances et en mode surtout cahier de vacances, parce que j'avais pour objectif de pas mal axer sur la formation. J'y reviendrai qu'il y a un grand besoin chez les jeunes au RN de formation. Je le dis absolument pas négativement. Donc je voulais passer sur cette mode de formation. Et là, les législatives. Alors, on a dû tout réorganiser très rapidement. J'ai dû commencer à déléguer avec des responsables de circonscription. J'ai réussi à trouver des figures intéressantes et intelligentes très rapidement. Donc, ça montre quand même qu'il y a une ressource humaine. Il y a des gens qui, à ce moment-là, ont surgi, en quelque sorte? Oui, complètement. Qui ont dit, bah, écoutez, moi, je suis prêt en fait, voilà, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints avant les européennes. Juste après le succès des européennes, la victoire attire le monde. On a eu beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Et lors des législatives, particulièrement après le premier tour, on a vu beaucoup de gens dire c'est bon, j'en ai marre, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'ai mes idées mais que je me tais. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire quelque chose, on peut gagner, et qui nous ont rejoints. Des étudiants, des jeunes actifs, comme je le dis, des gens... Donc après le premier tour. Après le premier tour. Et il y a eu aussi le cas après le second tour, après ce qui a été interprété par certains comme une défaite. Ça a été un peu mon premier vrai défi. Avant, j'avais le premier défi de la structuration, mais mon deuxième défi, ça a été de gérer l'esprit de défaite. Ah oui. C'est-à-dire que, évidemment, tout allait bien au début. On a gagné aux européennes, c'est ça. On a gagné aux européennes, on a gagné au premier tour des législatives. C'était formidable. Et là, au deuxième tour, on avait les échos qui nous arrivaient au fur et à mesure des heures. On disait finalement, c'est pas aussi bien que ce qu'on croit. Et quel a été le résultat d'ailleurs pour nous, ça a été quand même un succès, puisqu'on est passé de 0 député à 2 députés, sur la 6e et la 3e circonscription. Donc sur ça a été quand même une victoire locale. Et justement, j'ai dû faire un discours de remobilisation, notamment des jeunes qui disaient ça y est, la France est foutue. C'était leur première défaite pour eux. C'était leur première défaite. Il y avait une certaine impatience. C'est ça, ils avaient une impatience. On avait les européennes le premier tour. Donc la France est foutue, c'est fini, machin. J'ai dû faire un discours de remobilisation à ce moment-là, leur rappeler que la défaite qu'ils ont ressentie, c'était seulement une défaite par rapport aux projections qu'ils se sont fait eux-mêmes. On avait le rêve de gagner, on voyait les choses avancer, donc on s'est fait une projection de majorité à l'Assemblée nationale, et la défaite a été par rapport à cette projection. Mais en réalité, concrètement, oui, bien sûr, par rapport à la situation précédente, c'était une victoire. Voilà, par rapport à la situation antérieure, c'était une victoire. Par 3, c'est ça. Bon, on avait 88 députés, aujourd'hui avec nos alliés, on est à 143, c'est ça, dans ces eaux-là. C'est ça, oui. Et puis voilà, nous, localement, on est passé de 0 à 2, donc on est passé de rien à tout. À partir de là, c'était une victoire. Et donc il fallait le montrer, ça. Et alors, quel est le profil des... Alors peut-être que toi tu connais plus le profil des jeunes, mais quel est le profil des adhérents au Rassemblement National? Je suppose qu'en Meurthe-et-Moselle, c'est des profils qu'on a retrouvés un peu dans d'autres coins de la France. Oui. C'est intéressant parce que finalement, et ça c'est quand même quelque chose qui me marque à chaque fois qu'on parle, en bien ou en mal, des partis politiques et particulièrement du Rassemblement National, on ne connaît finalement assez peu le profil sociologique et je dirais même psychologique des gens qui votent, ou même qui adhèrent au Rassemblement National. Je dois dire que je le trouve particulièrement varié. Hein. Parce que quand on lit des ouvrages
sociologiques. Les plus connus aujourd'hui, c'est ceux de Jérôme Fourquet qui analyse la sociologie de l'électorat. On voit des lignes de démarcation. On dit, voilà, l'électorat macroniste, c'est les gagnants de la mondialisation. L'électorat RNiste, c'est plutôt les perdants. On se dit, c'est un électorat avant tout périphérique, périurbain. C'est la France des voitures, c'est la France des grandes zones commerciales. C'est aussi une partie de la France rurale. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on le définit un peu de manière négative. Oui. C'est-à-dire, c'est non pas, comme on dit, alors en théologie, c'est apophantique, mais c'est le discours, on ne peut pas dire ce qu'ils sont, on dit ce qu'ils ne sont pas, en quelque sorte. Comme en creux de ce que devrait être un Français normal, intégré à la mondialisation, etc., quoi. On décrit aussi un certain nombre de réalités, notamment le fait qu'il y a plus d'attaches locales. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment perçu. Mais juste pour finir sur cette sociologie, je dois admettre qu'elle a vraiment évolué. Du fait de la montée en puissance du parti RN, il y a eu une conquête de l'électorat. L'électorat retraité, il y a eu une conquête qui a été faite. L'électorat cadre aussi, il y a eu une conquête. Avant, quand on regardait la sociologie, les cadres votaient très très peu RN. C'était vraiment la grosse faiblesse. Mais lors des dernières élections, il y a eu une hausse assez impressionnante chez les cadres. Il y a eu une hausse partout, hein, mais notamment chez les cadres. Et alors, comment tu l'expliques ça ? Quel a été le déclencheur on dit souvent... Parce que je suppose qu'une dynamique comme ça, une augmentation comme ça importante, c'est vrai que, je me souviens également, les sondages le montraient bien, généralement est la traduction de forces un peu telluriques, sous-jacentes, et ça fait des années que ça les travaille, et puis finalement ils passent... je pense que c'est exactement la bonne métaphore. On peut prendre la métaphore des plaques tectoniques, quoi. Il y a un glissement, et puis d'un coup il y a un volcan. Donc en fait, il y a un glissement lent et une rupture. Et donc ce glissement lent, c'est l'évolution de la vie politique française sur les 20, 30, 40 dernières années. Mais il y a eu le surgissement d'un espace on en revient à ce que je disais avant, cet espace, c'est notamment l'effondrement des Républicains. Et cet espace d'effondrement des Républicains fait que l'hégémonie, entre guillemets, à droite, même si le RN se veut plus large que la simple droite, l'hégémonie à droite, le parti de droite, aujourd'hui, en fait, c'est le RN. Et à Nancy ou en Meurthe-et-Moselle, on ressentait vraiment cette pesanteur des Républicains, enfin de l'UMP puis des Républicains. Quand je suis arrivé, la dislocation était en cours. Mais on m'en a parlé. Donc c'est certain que ça existait. Oui, et d'ailleurs, plusieurs de nos cadres, beaucoup de nos cadres, au RN 54, viennent des Républicains à l'origine. Ouais, c'est une sorte de vase communicant. C'est ça. À un moment donné, on voit que... Il y a eu un effondrement des LR, donc il y a eu un espace à conquérir. Un électorat cadre a pu être séduit par la Macronie. Bon, c'est difficile aujourd'hui, mais il y en a quand même quelques-uns qui l'étaient. Et le reste, ceux qui se sont dit finalement, mes idées, quelles sont mes idées avant tout ? Et ceux qui se sont reconnus sur les enjeux de droite du RN, que sont les enjeux identitaires, immigration, souveraineté aussi, se sont dit, finalement, peut-être que le déterminant de mon vote, c'est avant tout cela, donc je rejoins le Rassemblement national. Donc il y a eu une libération de l'espace. Et au-delà de ça, il y a eu une trajectoire, il y a aussi une conquête d'un électorat de gauche, que je ne sous-estime absolument pas. Mais ça, je dirais que la conquête de l'électorat de gauche, ça a été plus progressif. Ça a été plus lent. Je ne pense pas qu'il y a eu de grandes bascules, contrairement à l'électorat de droite. Oui, ça sans doute était plus unité par unité. C'est ça. Je pense qu'effectivement, à gauche, alors une hypothèse que je lance, mais qui me paraît cohérente avec ce que je sais de ce milieu-là, évidemment, c'est plus des prises de conscience individuelles. Voilà. Tout à coup, une situation l'impasse, l'impasse personnelle, où tu te rends compte que, en fait, tout te lâche. Voilà, tu n'as plus de boulot, tu te rends compte que tes prestations sociales en fait couvrent pas ce que tu gagnes, enfin couvrent pas tes besoins et en plus qu'elles vont bientôt cesser, etc. Et je pense que c'est une accumulation comme ça petit à petit qui finit par conduire. Un ancien, est-ce que c'est plutôt... C'est pas un effet d'opportunisme ce que je veux dire. Je pense notamment à la Lorraine. Alors c'est vrai que Nancy c'est peut-être pas très représentatif parce que ça reste une métropole régionale, etc. Mais est-ce que j'imagine que c'est plutôt l'ancien électorat communiste. Oui. Donc ouvrier, plutôt que l'électorat, disons, social-démocrate du Parti socialiste. Effectivement, la Lorraine, c'est territoire industriel. On voit encore, même à Nancy, il y a l'ancien canal de la Meurthe, qui existe toujours, et avec les rails qui le suivent, qui desservaient les usines. Donc il y a cet électorat ouvrier qui a un peu disparu de Nancy, mais qui existe quand même en Lorraine. Et d'ailleurs, quand on prend la Meurthe-et-Moselle, qui a une forme
très particulière du fait de la guerre de 70. Hein. C'est du fait du redécoupage de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. C'est une forme de canard, en fait. Voilà. Et quand on regarde la tête du canard et le cou du canard, la tête du canard, c'est la partie nord de la Meurthe-et-Moselle. C'est la 3e circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Et le député RN qui a été élu est un ancien syndicaliste. Du monde voilà, ouvrier, donc c'est Frédéric Weber. Donc voilà, il y a aussi en Meurthe-et-Moselle, c'est une sociologie très particulière. On a effectivement cette sociologie plutôt qui vient de la gauche ouvrière qui vote RN, mais ça c'est une bascule beaucoup plus progressive, hein, beaucoup plus longue, une sorte d'abandon des idéaux, d'abandon d'une classe sociale à gauche, mais ça dure depuis 20 ans. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, contrairement à droite où il y a eu cette bascule, hein, vraiment. Alors c'est marrant parce que tu as classé, et c'est assez amusant, tu as classé comment dire, le thème de la souveraineté comme étant un marqueur de droite, en tout cas dans l'esprit des gens qui votent pour le RN, dans ton département en tout cas. On pourra en débattre, mais après tout, pourquoi pas. Quelles sont précisément, quelles sont les aspirations finalement, et là je pense plus aux jeunes d'ailleurs qu'aux autres, quelles sont les raisons pour lesquelles, quels sont les motifs pour lesquels ils votent, ils s'engagent au Rassemblement national. Je ne sais pas, je prends un exemple, un jeune de 20 ans qui était par exemple dans ta section, pourquoi il est là? C'est très bonne question. Qu'il y a beaucoup de raisons, surtout il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de profils. Comme j'ai dit, on a des jeunes actifs, on a des étudiants, c'est pas du tout les mêmes profils. Et notamment, le dernier temps dont on n'a pas parlé d'afflux, c'était effectivement après la défaite des législatives, il y a eu là encore des afflux, là où on pouvait s'attendre à un ralentissement du RN. En fait, il y a eu beaucoup d'afflux de jeunes déçus qui, pendant les repas de famille, pour la première fois de leur vie, se levaient et disaient non, en fait, moi je vote RN, désolé Tata, je vote RN. Et Tata était très choqué, quoi. Donc pour la première fois de leur vie, ils ont pris la parole, et la défaite. Et au lieu que ça les démobilise, eux, ceux qui étaient de l'extérieur, à ce moment-là, ils ont dit cette fois je rentre au RN et on va changer les choses. Il y a eu de ça. Et donc, quelles sont les aspirations? Elles sont effectivement extrêmement variées. Je pense que c'est une sorte de fibre patriote, d'amour un peu du drapeau qu'ils ont au fond, quoi, qui ressentent lors des matchs de foot, ce genre de choses, où ils ont l'impression qu'on... le classique discours, hein, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais que j'ai retrouvé beaucoup dans mes entretiens, parce que je fais toujours un entretien avec le jeune quand il arrive, c'est de me dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'interdit de brandir le drapeau. Alors, évidemment, il n'y a personne pour leur abaisser la main. Oui, mais il y a une pression morale, quoi. C'est ça, et je pense que c'est un ras-le-bol de cette pression morale sur de longues années. Et comme aujourd'hui, cette pression morale semble un petit peu se fissurer, parce qu'il y a de ça, hein, les discours sont toujours les mêmes, mais les gens commencent à discuter entre eux, et ils se disent « mais toi aussi en fait ?» Oui, moi aussi. Et là, ils se disent « ah, peut-être qu'en fait… » En fait, le tabou tombe. Voilà, le tabou tombe. Donc peut-être que c'est pas si grave, et donc ils sautent le pas. Donc je pense que c'est ça, hein, avant tout, c'est une sorte de petite fibre patriote sous-jacente. Donc ça relève du sentiment. Du sentiment. Avant tout, c'est un sentiment. Et ils arrivent pour plein de gens, pour plein de raisons différentes. Il y a plein d'enjeux qui les sensibilisent plus. C'est intéressant. Si je te demande ça, c'est aussi parce que c'est intéressant, nous, à titre personnel, et puis aussi pour reprendre le contrôle, de savoir exactement quelle est la fibre sur laquelle il faut appuyer. C'est-à-dire par quel bout prendre les gens pour justement leur faire prendre conscience de la situation. Je pense que on parlait aussi de sociologie de l'électorat et pourquoi il y a eu cette conquête de cadres et tout. Il y a aussi, et des retraités, il y a aussi une raison qui unit tout le monde, c'est que le vote RN, avant, était dit comme un vote contestataire, mais je dirais que plus qu'un vote contestataire, c'est plutôt un vote de sursaut. C'est-à-dire, il y a une sensation de déclassement du pays et de déclassement individuel. Et donc, toutes les personnes qui se disent je suis perdant dans ce jeu et je vois du fait d'une fiscalité abondante, du fait d'une insécurité, du fait d'énormément de sujets, j'ai l'impression que ma vie va être pire que celle de mes parents et la vie de mes enfants va peut-être être pire que la mienne. Il faut changer les choses. Je ne peux pas laisser faire ça. Ouais, je ne peux pas laisser faire ça. Donc il y a toutes les personnes qui se sentent un peu déclassées, qui se sentent un peu perdants, et certains retraités en font partie. Et bien à partir de là commence à rejoindre le RN, à suivre ce mouvement en se disant voilà, on va pas laisser faire ça, quoi. Oui, pour les retraités, c'est peut-être une prise de conscience justement des futures conditions, ils se projettent dans les futures conditions de vie de leurs petits-enfants, et ils se rendent compte qu'elles seront moins bonnes, dégradées par rapport à l'heure. Et ils finissent par sauter le pas. Donc voilà, je pense que ça c'est une dimension qu'on retrouve chez les jeunes, chez les moins jeunes, c'est de se dire, il y a aussi une connaissance très superficielle de l'histoire, se dire il me semble, quand je regarde les rues et quand je regarde les monuments, qu'on a été quelque chose.
Pourtant, quand je regarde la télé, j'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose. Ouais, ça c'est intéressant. Ça, Donc je pense qu'il y a comme aussi- approche, effectivement. En fait, c'est plutôt un sentiment diffus. Mm. C'est pas quelque chose qui a été conceptualisé, Non. mis dans des cases, etc. Alors bien, là, on fait une généralité. Évidemment Oui, qu'il y a, bien sûr, il y a beaucoup bien sûr. d'étudiants qui, au contraire, ont beaucoup étudié la chose, Mhm. qui arrivent parfois avec une porte d'entrée très juridique. Le classique, pour vous, alors prenons le contrôle, c'est l'étudiant en droit qui a un cours sur le droit matériel de l'Union européenne ou Voilà, et sur le droit européen et et qui a qui une dit, prise de et qui dit conscience, mais attends, mais c'est pas possible, on peut rien faire ou quoi et qui pète un câble et qui. Oui, qui pareil rejoint, pour quoi. les étudiants en histoire. Alors, Voilà aussi. bon, les facultés d'histoire ont un côté assez, enfin, avec deux extrêmes. Il y a les étudiants qui sont très très à gauche dans les facultés d'histoire, et puis généralement on se trouve à l'autre bord. Il y a le royaliste On qui a est- des qui est royalistes, perdu. mais parfois même c'est des légitimistes ou des non-dorfistes, enfin, c'est des types. Bon. Qui en reviennent sur les vieilles lois Oui, c'est ça. du XIIIe siècle. C'est assez amusant. Donc voilà, effectivement, il y a mais pour la masse, c'est un sentiment diffus. Comme j'ai dit, voilà, on a été quelque chose, il me semble qu'on a été quelque chose et qui nous rejoignent. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup axé sur la formation, moi, à partir de là. Et oui, alors quels sont les besoins? Alors, les besoins, ils sont très nombreux. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'inquiète profondément. Et on essaye voilà, d'adresser ce problème. Il y a quelque chose qui m'inquiète profondément, c'est que quand on ressasse les slogans un peu gauchistes, un peu boomers, aujourd'hui, l'immigration est une chance, ce genre de choses, ça fait sourire. Ça, même les gens les balayent aujourd'hui, ces vieux discours. Parce qu'ils ont été vus et revus, et qu'aujourd'hui, ils sont sans défense contre les arguments de droite ou les arguments du RN. Et ce qui me fait peur, c'est que à force de commencer à gagner ce combat d'idées, notamment sur les réseaux sociaux, on finisse par être complètement enfermé dans une bulle de nos idées et ne plus être sensible aux attaques d'autrui, des attaques des autres camps, et donc à ce que notre discours devienne majoritaire et donc faible, qu'on devienne ces nouveaux discours boomers. D'accord. Non, mais Un peu de marge. il y a un peu, il y a un peu de marge. Je comprends l'idée. Il y a un peu de marge, mais quand j'entends beaucoup de militants qui me rejoignent et qui me disent les mêmes mots, exactement les mêmes slogans pour combattre le wokisme, l'immigration, etc., il y a une pensée slogan qui se forme. Oui, t'as peur d'une sorte de symétrie, en fait. Voilà. Et donc d'affaiblissement de notre pensée sur le long terme. C'est pas grave, évidemment, je ne demande pas à ce que tout le monde soit un grand penseur. Mais donc il y a je crains, parce qu'en face, les militants de gauche qu'on peut voir, notamment dans les universités, quand on parle des jeunes, c'est souvent des gens plutôt diplômés, mieux formés en fait. Les étudiants LFistes qu'on voit sont mieux formés que mes adhérents RN à l'origine. Et bien, je sais que à force de se fréquenter entre eux, mes adhérents RN, un jour ils vont se retrouver peut-être dans un débat avec un militant LFiste qui lui sera vraiment blindé et qui risque de passer un très sale quart d'heure. Non pas parce que le mec en face aura raison, mais parce qu'il sera bien mieux préparé. En fait, tu as peur que avec la bascule, le fait que nos idées deviennent, disons, majoritaires ou aient droit de citer, risque de pousser, disons, on va dire, le camp national à se reposer sur ses lauriers, à se dire de toute manière la victoire est acquise. C'est exactement ça. Non, on peut le voir comme une théorie évolutionniste, un peu, si je peux le faire de manière un peu simplos. On a une idée qui, en environnement hostile, se blinde, s'arme, et quand elle arrive dans un environnement beaucoup plus paisible, elle commence à moins être se relâcher, à moins être sujette aux agressions et donc à moins se sélectionner, et puis se reproduire jusqu'au jour où une nouvelle menace apparaît. C'est peut-être encore plus vrai d'ailleurs dans les départements où les circonscriptions sont soit en totalité, soit en quasi-totalité acquises au RN. Voilà, complètement. Donc moi, ça me fait un petit peu peur. J'endors. Voilà, ça va quand même, tout va bien. Mais ça me fait un petit peu peur. Et donc, j'ai beaucoup axé sur la formation chez moi. Donc maintenant, quels sont les besoins? On en vient. Déjà, il y a un besoin fondamental que je ne retrouve pas chez mon public étudiant, mais que je retrouve chez mon public jeune actif. C'est comment fonctionne le monde. Comment fonctionnent nos institutions. Comment on vote une loi. C'est très simple, mais c'est quoi une directive européenne? En quoi ça nous impacte? Quel est le rôle de l'Union européenne? Parce qu'ils voient ça un peu loin, le Conseil de l'Europe aussi, les institutions de la Ve République, tout ça, c'est vraiment la base. Ensuite, deuxièmement, c'est l'histoire politique récente, notamment l'histoire de la Ve, parce que je ne veux pas qu'ils tombent dans des pièges, des manipulations, notamment les manipulations, je m'attaque un peu trop au même en ce moment, mais des républicains qui subitement se réveillent pro-nucléaire, presque avec des discours patriotes, souverainistes et tout. Ne pas oublier ce qui a été fait avant. On l'a vu sur l'immigration, ils ont été au pouvoir, ça n'a rien changé, et là maintenant ils se mettent à invoquer le référendum. Exact. Donc
histoire politique, pour pas tomber dans les pièges qu'il y a en face. Et rhétorique, apprendre à discourir, apprendre à débattre, ça j'ai vraiment axé dessus. Et puis ensuite, c'est bête, mais connaître aussi en fait notre propre parti et ce qu'il défend. Parce qu'ils ont une idée vague en fait du parti. Bon, ils savent qu'on est un peu anti-immigration, plutôt pro-pouvoir d'achat. Bon, personne ne se dit anti-pouvoir d'achat. Et donc, Oh, les verts. et donc voilà, ils savent à peu près. Mais donc ça, c'est la dernière étape, c'est qu'une fois qu'on a fait un petit cours d'institution, d'histoire politique, de rhétorique, le dernier que j'ai fait, c'était aussi sur les municipales, bon ça c'est assez spécifique, et c'est de finir sur une bonne, prendre tout, et comment défendre le programme, comment défendre au mieux la vision qu'on a pour le pays. Et ça, c'est ce que j'ai mis en place avec un cycle de formation qui attire des gens, puisque la première, donc c'était la formation de rhétorique, j'avais 15 militants, les plus motivés quoi, sur la centaine que j'avais, et aujourd'hui, maintenant, on attire 50 à 60 personnes. Écoute, félicitations. Si on juge, en tout cas, sur cet accroissement des forces vives et de la qualité. L'important, c'est que ça dure. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Mais comme tu n'y seras plus, espérons que ton successeur, en tout cas, arrivera à conduire également avec autant d'habileté, en tout cas, que tu l'as fait jusqu'ici. Bien, mais alors au-delà donc du militant ou de l'adhérent tout simplement, du sympathisant, de l'électeur du Rassemblement national, quelles sont les aspirations des habitants de Meurthe-et-Moselle comment tu vois ça? Quels sont leurs problèmes en fait au quotidien? Parce que nous, Paris, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément ça. Il y en a auquel je pense en particulier, parce qu'il a touché là en début d'année, ça avait fait un peu de bruit quand même, c'était le problème spécifique des ZFE. Alors, nous, maintenant, à Paris, il y a carrément une zone entière qui est interdite aux voitures. Et puis, ils ont également, Hidalgo avait également, il y a quelques années, piétonnisé les berges, etc. Enfin, bon, honnêtement, je ne sais pas très bien si ça a changé quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un peu un truc qui ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, quelles sont les difficultés que rencontrent les habitants en fait, des régions de France? Au moins de la région que tu connais, évidemment. Je suis pas forcément un expert, même si je lis les enquêtes d'opinion un peu comme tout le monde et je fréquente des gens au quotidien. Bon, pour la Meurthe-et-Moselle spécifiquement, département à l'image de sa région, il y a une grande variété. Donc on a une métropole plus ou moins centrale, donc qui est Nancy. Nancy, c'est quoi? C'est 120 000 c'est 100, 105, 110 000 habitants pour la commune en tant que telle. Qui est, de toute façon, il y a toujours la question en France qu'on adore découper des communes dans tous les sens, ce qui est très bien, qui est historiquement justifié. Mais donc ensuite, une fois qu'on prend ça, on a ensuite une agglomération de 200 000 habitants, quoi, le double. Et ensuite, la zone d'emploi, l'attractivité, ça va jusqu'à 350, 400 000 habitants, ce qui justifie son statut de métropole en tant qu'intercommunalité. Donc voilà, on a donc cette métropole plus ou moins centrale, je dis plus ou moins relativement à la forme particulière qu'on a déjà évoquée. Ensuite, on a des préfectures de taille, enfin des sous-préfectures pardon, de taille moyenne, 10 000 habitants, que sont dans ces eaux-là, 10, 15 jusqu'à 20 000, que sont Toul, Lunéville, on a aussi donc Pont-à-Mousson qui est pas une sous-préfecture, et Briey, Val-de-Briey. Ça va jusqu'à Longwy au nord, donc qui sont des villes de taille moyenne. Et ensuite, on a des communes rurales, hein, vraiment complètement au milieu des champs. Hein. Donc il y a une grande variété. Et effectivement, pour les différentes personnes, ce n'est pas du tout les mêmes aspirations et pas les mêmes enjeux. Il y a évidemment les enjeux d'infrastructure, la desserte, la connectivité, on va dire, des territoires, pas seulement numérique, mais aussi physique, avec un réseau de transport. Je pense qu'il y a une grosse attente. Je parlais des ZFE. Mais de manière générale, on peut parler de la question des transports et donc de comment on relie les espaces de vie les uns avec les autres. Et ça, je dirais qu'il y a une mauvaise chronologie qu'on retrouve à Paris, qu'on retrouve aussi à Nancy, et qui s'exprime par la question des ZFE. Donc Nancy, comme toutes les métropoles, est concernée par la mise en place des ZFE, hein, c'est obligatoire par la loi maintenant. Alors la loi l'impose. Donc je crois que ça concerne une quarantaine de villes, hein, pour tout ce qui est métropole et grandes communautés d'agglomération. La loi l'impose, mais c'est aux métropoles, aux EPCI, de la mettre en pratique. Donc ils imposent par exemple à partir de 2025, il y a telle voiture qui ne peuvent pas rentrer dans ces métropoles, donc ça utilise les critères. Le périmètre est déterminé par les métropoles? Voilà, et ensuite, je ne sais plus exactement le détail, je sais que les métropoles ont un rôle à jouer, donc sans doute sur le périmètre, sur certaines zones, il peut y avoir des règles différenciées en fonction des zones, il peut y aussi avoir des exceptions, notamment temporelles, c'est-à-dire qu'une métropole peut choisir que le week-end,
les voitures seront autorisées à circuler, mais pas la semaine. Et donc chaque métropole fait un peu à la carte. Donc tant mieux pour eux, parce qu'ils peuvent s'adapter aux besoins locaux. Mais pour un automobiliste, ça le force à se quelqu'un qui renseigner. fait, je sais pas, Nancy, Metz, enfin Voilà. je sais pas si Ouais, Metz est typique. concerné, mais... Si, bien sûr, c'est pareil, ça même. Ça veut dire qu'il doit jongler sur 2 agendas Il doit différents, connaître les de règles de calendrier. chacun. Donc, évidemment, c'est C'est-à-dire si ensuite il extrêmement revient compliqué. à Strasbourg, je sais pas. Et quand je dis que la chronologie est mal maîtrisée, c'est que la loi l'impose, les métropoles ensuite règlent leur situation en fonction des enjeux locaux et des volontés politiques locales. Ça suit aussi une politique à Nancy qu'on retrouve dans d'autres métropoles, et notamment à Nancy, à Paris, pardon, de piétonisation du centre-ville. C'est la logique d'exclusion de la voiture, elle ne va pas seulement au niveau législatif, mais vraiment d'organisation locale, donc piétonisation du centre-ville, ce qui encore une fois peut tout à fait se défendre. Un centre-ville piétonisé est tout à fait très agréable à vivre. Mais derrière, encore faut-il pouvoir rejoindre ce centre-ville. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas enclenché auparavant les politiques d'aménagement qui Absolument permettent de desservir le centre-ville de manière Pas du tout. efficace, quoi. On a à Strasbourg, qu'on peut critiquer sur pas mal d'aspects, un système de grands parkings en périphérie. Oui, à Toulouse aussi d'ailleurs. Voilà, de grands C'est parkings les en seuls, périphérie, reliés par un communes que tram. j'ai, ouais. Reliés par un tram, et ensuite le prix du ticket de parking permet de payer le tram. Oui, à Strasbourg, il faut reconnaître, pour y avoir un peu été, c'est pas mal foutu. Voilà. Enfin bref, donc revenons au cœur du sujet. Et donc, par exemple, à Nancy, on a cette politique de ZFE, cette piétonisation du centre-ville, mais derrière, les transports en commun qui ne suivent pas. Ce qui fait qu'on a un centre-ville qui peut s'enorgueillir d'avoir effectivement une petite circuit de promenade qui est très agréable, mais Nancy, comme toute agglomération en France, a son économie qui ne fonctionne pas uniquement sur ses habitants, mais sur tous les habitants de sa périphérie. Et les habitants de la périphérie, aujourd'hui, ne peuvent plus se rendre à Nancy faire leurs courses. Les fameuses migrations pendulaires. Complètement. On est dans il y a eu le développement d'abord des zones industrielles, des zones commerciales, et ensuite, aujourd'hui, on dit qu'on veut revitaliser les centres-villes, revenir au petit commerce. Certes, la piétonisation permet pour les riverains de le faire, mais les petits commerces ne survivent pas, et à part pour les commerces de bouche, mais les petits commerces de vêtements, de meubles, tout ça ne peuvent pas tenir sans la périphérie, qui ne peut pas aujourd'hui se rendre à Nancy. Et on prend l'exemple de Nancy, mais plein de villes sont concernées. Parce que donc la chronologie de la mise en place n'est pas cohérente. Et donc aujourd'hui, ces ZFE, c'est des politiques d'exclusion sociale. On dit, maintenant, désormais, le centre-ville sera réservé à ceux qui peuvent se permettre d'avoir la voiture qui va bien, puisque les transports ne sont pas développés en conséquence. Ils n'ont pas besoin de voiture. Et c'est d'autant plus... alors, c'est très symbolique parce que, en réalité, ça concerne une minorité de gens et c'est lié au marché en question et que c'est un marché extrêmement restreint. Mais comme ce sont des vignettes avec des critères, avec donc le jeu de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 1, c'est le meilleur. Les voitures de sport, les Bugatti, les Ferrari, les grosses cylindrées des marques de sport sont critère 1. Alors ça s'explique parce que c'est un marché très particulier et comme on ne veut pas renoncer à ce genre de marché, on le laisse parce que sinon en fait la voiture ne pourrait plus jamais bouger. Mais politiquement, c'est un message très fort qui est envoyé, c'est-à-dire aux gens qui ont du mal, qui ne peuvent pas acheter une voiture neuve, qui serait critère 1 ou 2, on va dire, qui sont obligés d'acheter une voiture d'occasion qui n'a pas les filtrages, machin, etc., parce que c'est souvent pour les particules fines. Et qui ne peut pas aller en voiture jusque dans le centre de Nancy, jusque dans le centre de Strasbourg, jusque dans le centre, peu importe. Lui, on lui dit non, tu ne peux pas circuler, alors que le type qui, grand bien lui fasse, a acheté une Ferrari Enzo, peut se rendre dans le centre de Nancy et garer son énorme cylindrée là où il peut. Mais nous roulerons tous en Porsche bientôt. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors avec le budget qu'on nous prépare, avec la croissance phénoménale, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je veux dire, on peut peindre Porsche sur toutes les voitures, oui, c'est ça. On peut l'écrire. Surtout sous le Porsche, je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe dans l'instauration des ZFE, et ça rejoint un peu, ça rejoint ce que tu dis, et ça rejoint également ce que tu dis, c'est-à-dire, ça n'a pas été pensé. Il aurait fallu avoir une politique de relocalisation de la fabrication des voitures et de voitures qui répondent aux critères en question. C'est-à-dire, si on dit, écoutez, les critères, je ne connais pas les critères exacts, c'est des choses assez complexes, mais c'est tant d'émissions de particules fines, tant de... tous les critères qu'on peut avoir environnementaux et énergétiques. On dit, on a un cahier des charges, maintenant il nous faut une industrie,
il nous faut s'il faut des fabrications de batteries, etc. Et on met tout ça en place, et on met un calendrier, ce qui suppose comment dire, une application de l'État, etc. Ça n'a pas du tout été fait. Donc en fait, on se retrouve dans une situation complètement aberrante, en fait. Il y a eu quand même cette volonté, plus ou moins, d'avoir une sorte de chronologie pour que les industriels puissent s'adapter, puisque les ZFE sont prévus, je crois, depuis 2014 ou 2015. Et ensuite, ça a été renforcé par la loi de 2021, et il y a une mise en place progressive dans cette logique que le secteur s'adapte. Mais le secteur n'a pas le temps de s'adapter, et puis surtout, pour que le secteur s'adapte, il faut qu'il y ait des débouchés. Et les gens n'ont pas les moyens de se payer ces voitures. Les constructeurs s'adaptent, voilà. C'est pas trop le problème. Mais les consommateurs n'y arrivent pas. Les consommateurs n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir que dans des secteurs technologiques assez poussés, assez importants, notamment pour l'Europe, le secteur automobile, c'est en Europe un secteur important, on pratique quand même l'auto-sabotage de notre filière. On parle de la ZFE, c'est aussi l'interdiction des voitures thermiques qui est mise en place. Donc, on est très bon pour prévoir des plans, encadrer les choses, mais sans prévoir à l'avance les conséquences. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion complète de la part des décideurs, sans doute parce qu'ils ne sont pas issus de ce milieu, là en l'occurrence le milieu industriel, en se disant, bon écoutez, nous on décide en quelque sorte de ce que doit être le cadre de la loi et le cadre normatif, et puis ça finira bien par advenir. Alors c'est très ordolibéral comme fonctionnement. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a un côté pensée magique. À ça. Il y a un côté pensée magique, c'est-à-dire qu'on décide, on trace les traits et ça va le tableau va se remplir tout seul. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est presque un cache-sexe, un cache-misère, c'est-à-dire qu'on fait un plan et en fait on sait qu'il ne sera pas mis en œuvre complètement et on se dit que ça va se passer. En fait tout va se régler comme ça s'est réglé avec la circulation hippomobile. Au XXe siècle, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas se payer, qui ne peuvent pas circuler autrement, ils auront leurs jambes, et puis au bout d'un moment, ils se débrouilleront. C'est un peu comme on a fait au XIXe siècle, en fait. Oui, sauf que c'était dans une période de croissance du secteur, si tu veux. Non, mais je veux dire, il était naturel de spéculer sur la réussite dans les années à venir de l'automobile. Là, ça me paraît beaucoup plus hasardeux de se dire on va basculer des automobiles, on va dire thermiques, à des automobiles électriques, ou avec une montée en gamme à ce point-là. On peut toujours importer des voitures chinoises, mais du coup, mais sauf que derrière, donc, ils augmentent ensuite les taxes sur l'importation de ces voitures chinoises pour essayer de faire en sorte qu'une industrie européenne naisse en la matière. Sauf qu'elle ne vient pas, parce qu'encore une fois, donc, les consommateurs n'arrivent pas à suivre, puisque le prix général augmente dans tous les cas. Moi, je vois un parallèle, alors c'est drôle, mais ça me fait un peu penser à... côté Union soviétique, c'est-à-dire où on mettait des objectifs sans savoir si en fait on avait les usines, si on avait les ressources, si on avait les gens, si on avait les ingénieurs, si on avait... Je disais voilà, il faut faire tant. Alors eux, en plus, ils ne s'embêtaient pas, ils remplissaient ensuite par avance les statistiques, mais là, ça donne un peu cette impression-là, quoi. C'est se donner des objectifs, on sait très bien qu'on ne pourra pas les tenir. Je pense que c'est un peu par idéologie, mais c'est aussi par méconnaissance complète en réalité de comment fonctionne tout simplement un système de production. C'est-à-dire, quand on a affaire, alors je sais, voilà, on connaît les profils des gens aujourd'hui qui sont dans les rangs des décideurs. Quand tu as fait, je sais pas moi, Cagnes-Hippocagne, et puis ensuite Sciences Po, et puis éventuellement une école de commerce, mais pas toujours, et que tu te retrouves ensuite conseiller de je sais pas quoi dans un bureau, et que tu n'as jamais, en fait, tu ne sais même pas ce que c'est que produire la moindre chose, quoi. Tu n'as jamais fait un bilan comptable de ta vie, etc. Forcément, ça te paraît naturel de continuer finalement à produire comme ça des modèles théoriques issus donc de lois. En l'occurrence, là en plus, il y a une influence européenne sur la question des ZFE. Et puis voilà, puis tu recopies, et puis tu te préoccupes pas de savoir si derrière l'intendant suivra, quoi. Ça devient caractéristique de notre époque. Voilà, enfin, voilà un petit aperçu de ce qui nous attend, des défis que nous devrons relever, alors cette fois de façon beaucoup plus concrète que ce que nous évoquons tout à l'heure en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, mais on voit qu'il y a quand même une très profonde... Comment on pourrait appeler ça? J'allais dire une maladie, mais c'est même pas vraiment ça, c'est vraiment... Je parlais de délitement tout à l'heure, de délitement de politique, mais là c'est presque le somnambulisme, quoi. Moi, ça me fait penser à du somnambulisme. Les gens qui se disent, bon, voilà, on fait des lois pour faire des lois, qui n'ont aucun sens. Une maladie réglementaire.
Oui, mais ça se traduit par ça. Ce que je veux dire, c'est que le symptôme profond, c'est pas la maladie réglementaire. Ça, c'est le symptôme qui fait que, comme un somnambule, on recopie en fait des normes, on applique des normes sans avoir l'idée que ça peut avoir une application concrète et qu'il faudrait auparavant se ressaisir matériellement en quelque sorte. Chose qui ne se produit pas pour le moment. Ils ne mettent pas du tout les moyens en œuvre pour réaliser les objectifs de décarbonation, en l'occurrence, auxquels ils disent être attachés. Donc il va falloir sortir du somnambulisme. Ça pourrait être presque un slogan. Et nous conclurons, Balance-toi, nous conclurons là-dessus. On va le déposer. On va le déposer à l'INPI, je sais pas, on va réfléchir à ça. Sortons du somnambulisme. Et sous-titre Rester éveillé. Halte aux zombies, j'en sais rien, on trouvera quelque chose. En tout cas, merci beaucoup Raphaël pour ta présence. Merci déjà pour ce que tu as fait. Et puis nous souhaitons une très bonne continuation personnelle et puis et politique. Kylian, merci également d'être là. C'est naturel, c'est un plaisir. Et tu as tourné, je crois, un contre-pied. 2 même. On les a tournés effectivement cette semaine. Un sur dont le sujet est l'état de droit, je ne révèle pas exactement le contenu, mais sur l'état de droit, et un autre sur la démocratie, qui sont en fait presque suite et fin, en fait. Enfin, qui sont liés. Je vous invite à les suivre, c'est toujours très intéressant. Et bien sûr, évidemment, également les francs-parler, dont nous continuons la production en ce moment même. Nous avons d'ailleurs un calendrier très chargé à ce sujet. Voilà, je vous remercie, Raphaël, merci, Kylian, merci. À très bientôt, à dans un mois pour la prochaine table ouverte. Et en attendant, eh bien, gardez l'espérance, on va dire ça comme ça. À bientôt, au revoir.